Donc je m'appelle Pascal Antoine, je suis chercheur en psychologie à l'université Lille 3, dans un laboratoire qui est spécialisé en sciences cognitives et affectives. Alors ça veut dire qu'on va s'intéresser essentiellement aux pensées, aux émotions que peuvent ressentir les gens face à toute une gamme d'émotions. Et je suis dans une équipe plus spécialement intéressée sur la dynamique de couple et la dynamique familiale auprès de familles qui sont confrontées à des problèmes de santé, dont notamment la maladie d'Alzheimer. Alors pas que, hein, j'ai des collègues qui sont plus spécialisés sur le cancer, mais moi j'ai une spécialisation plus sur les troubles neurologiques et la maladie d'Alzheimer. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler des résultats qui sont vraiment tout frais d'une recherche qu'on mène depuis quelques années en lien avec Florence Pasquier au CHRU de Lille et en lien avec Francine Ducharme, qui est une chercheuse en sciences infirmières au Québec. C'est une recherche qui est supportée par l'Agence nationale de la recherche, qui a mis pas mal de moyens pour qu'on puisse la mener, et sur Lille avec le soutien de l'Université Lille 3 et avec le soutien de la Maison européenne des sciences de l'homme. Alors c'est une recherche qui vise à comprendre le fonctionnement du couple confronté à la maladie d'Alzheimer lorsque la maladie arrive précocement, c'est-à-dire chez le patient qu'on va appeler le patient jeune, le malade jeune, puisque sur l'île, il y a entre autres cette spécificité que le CHRU, avec l'équipe de Florence Pasquier, soit centre national de référence malade jeune. Donc voilà, les liens se sont créés entre notre laboratoire spécialisé dans ces interactions de couple-famille, dans le cadre de la maladie chronique, et puis la spécificité de l'île, et puis l'équipe de Francine Ducharme qui a développé beaucoup de dispositifs pour aider les aidants, ce qu'on va appeler communément les dispositifs d'aide aux aidants. Donc on a démarré cette recherche il y a 2 ans, et notamment on a commencé par réaliser des entretiens. Alors des entretiens avec des conjoints, puisqu'on s'est essentiellement intéressé aux situations de lien entre la personne malade et la personne qui l'accompagne, lorsque ce sont des liens de couple. Donc voilà, malade jeune, situation de couple, donc on est quand même assez focalisé sur notre problématique de recherche. Donc on a commencé par une série d'entretiens, alors tantôt avec des proches, des conjoints, isolément, et puis tantôt avec le couple. Hein, donc lorsque le malade est encore en mesure de participer pleinement à l'entretien, d'avoir des échanges fournis pour qu'on puisse quand même avoir du matériel de recherche à partir de la parole, et surtout qu'on puisse les voir en interaction langagière en quelque sorte, dans du dialogue. Voilà, on a pris ces critères-là pour de recrutement, entre guillemets, ce qu'on va appeler en recherche. 3 résultats particulièrement intéressants. Un premier résultat qui va concerner le parcours de maladie, j'ai envie de dire, et qui nous montre comment le parcours avec les symptômes et l'évolution des symptômes va finalement petit à petit prendre toute la place et prendre la place, on va le voir, de la vie de couple et la place des projets existentiels de l'un et de l'autre, aussi bien de la personne malade que de la personne qui l'accompagne, de son conjoint. Donc sur ce parcours de soins, j'ai envie de dire, on est sur une période qui peut aller de 2 à 5 ans, hein, c'est très variable d'un couple à l'autre, avec 4 étapes sur ce parcours. Une première étape qui va, j'ai envie de dire, des premiers signes aux premières alertes. Alors, les premiers signes, c'est quelque chose qui n'appartient pas forcément en premier lieu à la personne malade. Les premiers signes, c'est souvent plus du langage médical. C'est rétrospectivement, quand on est dans le cas de l'entretien clinique, que le médecin, le neuropsychologue va partir investiguer à partir de quand on peut faire remonter la survenue de la maladie. Donc je dirais, ça appartient quasiment plus à la démarche médicale qu'à à une démarche intime de la personne. Les premiers signes, ils vont passer totalement inaperçus, hein, puisque dans cette maladie, il y a une survenue qui est la plupart du temps très, très insidieuse. Et donc faire la différence entre les aléas du quotidien et puis un premier signe, c'est pratiquement impossible. Encore plus, j'ai envie de dire, dans le cas des malades jeunes, puisqu'on a un âge où on n'est pas censé être concerné par la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
les comportements, les oublis vont commencer à devenir inquiétants parce que ce sont des choses très banales mais qui vont se répéter. Ou alors parce que la personne malade en particulier, elle est confrontée à un épisode qui est effrayant pour elle. Je pense par exemple se retrouver sur le périphérique ou se retrouver à un carrefour et sur une route qu'on connaît et tout d'un coup ne plus du tout savoir comment il faut se comporter. Donc ça, ce sont des choses qui sont effrayantes pour les personnes, pour cet exemple-là, qui sont dans la voiture, mais encore plus pour la personne malade parce que elle est confrontée à quelque chose qui est totalement inexplicable. On est vraiment dans le domaine quasiment surréaliste. Donc ça sont à la fois la répétition de petits incidents qui sont de l'ordre du banal et des événements qui peuvent être comme ça significatifs, c'est les premières alertes. Mais bon, ça c'est quelque chose qui va mettre du temps à arriver, et même si on va le retrouver souvent dans le discours des personnes, c'est ces moments parce que pour eux c'est significatif, pour autant les troubles ont déjà émergé auparavant. Et ils vont commencer progressivement à faire émerger un certain nombre d'émotions. Chez l'entourage, en particulier le conjoint, ça va être de l'agacement, parce que pourquoi il oublie ça, qu'est-ce qui se passe ? Pour la personne qui est touchée par la maladie, encore une fois, c'est quelque chose qui est tout à fait inexplicable, sur lequel je n'ai pas prise. Donc à partir du moment où je n'ai pas de contrôle, je suis dépassé par ça, je me sens impuissant. En plus, on est, je le rappelle, dans une dynamique de couple. Et donc pour peu que la personne malade oublie des événements qui sont significatifs par rapport au couple, le conjoint, lui, il peut commencer à se poser des questions. À partir du moment où vous êtes conjoint et puis vous vous adressez à la personne que vous aimez et puis qu'elle ne répond pas comme elle répondait avant, qu'elle oublie un certain nombre de choses significatives par rapport à moi, vous commencez à cogiter qu'est-ce qui se passe dans mon couple. Donc il y a un certain nombre de couples comme ça qui vont être traversés par aussi des périodes de doute sur la force, l'intensité du lien conjugal finalement. Et ces premiers signes finalement tout doucement, ils vont commencer à s'immiscer dans les ressentis de la personne malade, dans les ressentis de la personne qui l'accompagne, et puis dans la dynamique de couple. Donc on en arrive à des moments qui vont être de plus en plus significatifs, et c'est souvent l'entourage, mais l'entourage plus éloigné, les collègues de travail, ou alors les personnes, les voisins qu'on rencontre au supermarché, qui vont alerter le conjoint, qui vont dire là c'est quand même bizarre, j'ai vu Alain ou j'ai vu Maryse et elle n'est pas comme d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc voilà, le doute commence à s'immiscer progressivement dans le parcours de soins. À ce moment-là, quand on a repéré ces débuts de symptômes, encore qu'on ne les appellera pas du tout symptômes à ce moment-là, on va essayer de donner du sens, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de leur attribuer un sens. Et donc, les sens qu'on va attribuer, c'est ceux qui viennent le plus communément à cet âge-là, c'est il est déprimé, il a des problèmes de boulot, ou alors il y a un problème dans le couple, ou alors j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, il me fait la tête. Donc vous voyez qu'en fait, on est finalement en quelque sorte, avec notre cerveau, on est des machines à donner du sens, et immanquablement, dès qu'il y a quelque chose qui paraît extraordinaire, on va essayer de lui donner une attribution et de pouvoir l'intégrer dans notre fonctionnement, dans notre compréhension. Lorsque les premières alertes se font plus précises, on peut en parler au médecin traitant. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de médecins traitants qui ne vont pas d'emblée attribuer ces signes à une maladie d'Alzheimer ou en tout cas à un processus neurodégénératif. Ils vont avoir tendance, un peu dans la continuité du conjoint finalement, à essayer de trouver des attributions qui sont plus probables, plus compatibles avec ce qu'on connaît de ce qui arrive à 40, 50 ans. Donc il va plutôt partir sur une hypothèse de dépression, sur du surmenage, sur ce type d'explication-là, l'hypothèse la plus probable étant celle de la dépression. Et elle est d'autant plus probable que j'ai expliqué que la personne qui connaît ces troubles a un sentiment de perte de contrôle, a un sentiment d'impuissance. On a quand même des déficits qui commencent à s'installer vraiment à bas bruit, et ça veut dire que les activités quotidiennes, pour la personne malade, sont une charge de plus en plus importante. Donc il va falloir du temps.
Et ce qui va déclencher réellement la démarche diagnostique, alors je ne dis pas que tous les médecins de famille fonctionnent comme ça, et voilà, il y en a qui vont repérer les choses très vite, hein. Mais ce qui va déclencher réellement la démarche diagnostique, c'est un événement qui va sortir vraiment, là, pour le coup, de l'ordinaire. Donc c'est un incident extrêmement significatif, et ça au bout de quelques mois, au bout de quelques années, et ça va obliger l'entourage, et en particulier le conjoint, à se mobiliser. Et donc là, vraiment, il faut que je sache. Là, j'y crois plus. Ce que mes enfants me disent, j'y crois pas. Ce que le médecin me dit, j'y crois pas. Non, là, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut se bouger aujourd'hui. Et généralement, donc, ça veut dire que, en tant que conjoint, je vais être beaucoup plus insistant auprès du médecin généraliste pour qu'il m'oriente vers des spécialistes. Ou alors, je vais zapper le médecin généraliste et essayer d'avoir un contact, comme je peux, vers un spécialiste. Ou alors, je change de médecin généraliste. Enfin, je vais essayer d'avoir des conseils de toutes les personnes qui peuvent me conseiller, et je vais devoir convaincre. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Mon partenaire, il a 50 ans, donc les gens ne me croient pas quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en même temps, je ne suis pas capable de dire ce qui ne va pas. Je peux juste donner des anecdotes, je peux dire que intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose qui va être de l'ordre du pathologique, de la maladie, mais je ne suis pas capable de mettre des mots dessus. À partir de ce moment-là, je veux dire que les choses peuvent s'accélérer très très vite. À partir du moment où le médecin va rentrer dans cette démarche diagnostique et donc va orienter vers des examens complémentaires et vers un réseau de spécialistes, les choses s'emballent et le diagnostic peut être fait en un petit nombre de mois. Et alors, on a souvent l'idée que le diagnostic, c'est quelque chose qui est un moment insupportable, qui est un moment de tristesse, qui est un moment d'effondrement pour le couple. Alors, c'est vrai, le diagnostic reste et restera toujours une mauvaise nouvelle. Ça, on aura beau essayer d'aménager les choses, ça restera une nouvelle vraiment éprouvante. Néanmoins, on n'est pas uniquement sur cette gamme émotionnelle-là. Parce qu'on a vu que là, on est engagé dans un parcours qui dure depuis des mois, si ce n'est des années, avec une errance avant d'avoir des réponses. Et donc des personnes qui veulent vraiment avoir ces réponses. Donc il y a aussi un effet de soulagement par rapport à ça. Soulagement aussi par rapport à toutes les hypothèses que j'avais faites. J'avais fait l'hypothèse qu'il est déprimé, mais je ne comprends pas pourquoi il était déprimé. J'avais fait l'hypothèse que ça n'allait pas au travail, qu'il était dans une crise professionnelle. Ou pire, j'avais fait l'hypothèse qu'il ne tenait plus à moi, que peut-être il avait des aventures, etc. Donc il y a cette partie de soulagement, ouf, c'est pas ça. Hein, je peux enfin mettre des mots sur ce qui se passe, enfin les choses deviennent compréhensibles. Autre gamme d'émotions aussi, ou de ressentis, de sentiments qu'on peut avoir à ce moment-là, ce sont des reproches. C'est aussi le temps des reproches, je dirais, dans l'immédiateté qui suit le diagnostic. Les reproches vis-à-vis des professionnels, puisque autant je suis soulagé qu'enfin je vais être pris en charge, on va être pris en charge par une équipe compétente, mais c'est aussi pourquoi je n'ai pas été pris en charge avant. C'est vraiment pas normal. Et puis les reproches que certains conjoints vont s'adresser à eux-mêmes. Pourquoi je ne me suis pas mobilisé avant? Pourquoi je n'ai pas remué la terre entière pour avoir la réponse? Peut-être j'en ai pas fait assez. Voilà. Donc on a toute une gamme là d'émotions à la survenue du diagnostic qui est vraiment beaucoup plus étendue que ce qu'on peut en avoir la représentation habituellement. Donc ça, c'est, je dirais, c'est les premiers temps qui va des premiers signes jusque le diagnostic, et l'immédiateté qui suit le diagnostic. À partir de là, on va s'engager dans une autre dynamique. Et au cours des entretiens, on a identifié 3 gammes de risques. Alors ce ne sont pas des risques qui vont toucher tous les couples. Je dirais que dans une mesure variable, ça va toucher une majorité de couples, mais pas forcément avec la même intensité. Alors, le premier risque, c'est celui où le conjoint se sent submergé. Jusque-là, les choses étaient peu compréhensibles. Maintenant, je sais ce qui se passe et je prends soudainement conscience que mon partenaire qui est malade, non seulement ne pourra plus participer comme il le faisait auparavant à la vie du foyer,
et toutes les responsabilités qu'il y a dans un foyer, dans une famille. Mais en plus, je prends conscience que sa dépendance risque d'aller croissante et qu'il y a quantité d'activités qui vont reposer sur moi. Donc il y a une espèce de double charge. Puis il faut aussi imaginer que dans cette recherche, on est avec des couples jeunes, donc qui peuvent avoir des enfants à la maison. Alors là dans les familles qu'on a rencontrées, c'était essentiellement des grands-enfants, donc ils faisaient leurs études. On n'avait pas de situation où c'était des jeunes enfants à la maison. Mais on peut imaginer l'ampleur que ça prend. Sans compter les parents. Sans compter les parents. Alors parfois les parents, ça peut être les grands-parents aussi, parce que les personnes qu'on a rencontrées étaient des cinquantenaires, donc avec parfois des problématiques familiales autour de la maladie d'Alzheimer, donc avec un parent, avec un oncle, avec voilà, d'autres personnes qui peuvent présenter telle ou telle pathologie qui va s'apparenter à une maladie d'Alzheimer. Donc là, chez des personnes qui sont encore en activité professionnelle. Donc là, c'est vraiment une quantité, on peut imaginer une quantité de responsabilité qui leur incombe, qui va paraître démesurée. Et lorsqu'ils prennent conscience de tout ça, encore une fois, ils vont être submergés par toute une vague d'émotions. Donc ça va être de l'anxiété par rapport à l'avenir. Et ça va être aussi des émotions très intenses, ça peut être de la colère, y compris de la colère envers son partenaire qui est malade, avec tout l'interdit et toute la culpabilité de ressentir cette colère aussi. Je n'ai pas le droit d'être en colère contre lui, c'est pas sa faute s'il est malade. Et donc je disais des émotions qui peuvent être particulièrement intenses, qui peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires, qui sont ou pas exprimées dans le cadre familial. Et je dirais que c'est pour ça que je vais parler de risque, de se sentir submergé, parce que pour les émotions les plus intenses, il y a une prise de conscience de la part du conjoint, de sa vulnérabilité et de sa fragilité. C'est-à-dire qu'il va ressentir des émotions plus intenses que celles qu'il n'a jamais ressenties dans sa vie. Et de ressentir cette fragilité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement perturbant, d'extrêmement déstabilisant. On en arrive au deuxième risque, j'ai envie de dire, c'est comme un système d'engrenage. Ce premier risque appelle le deuxième risque. Parce que face à tout ça, la démarche du conjoint va être celle, en quelque sorte, d'endosser le rôle d'aidant. Alors souvent, on n'aime pas trop ce terme d'aidant, mais d'une certaine façon, il y a ce rôle qu'on va endosser. Et même plus, c'est être un aidant parfait, être un aidant irréprochable. Il ne faudrait surtout pas que le reste de la famille me critique. Il faut que vraiment je me donne corps et âme et que je sois l'aidant le plus parfait qui soit. Alors aussi bien, je fais une aparté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, puisque là, dans la recherche qu'on a menée, on avait à peu près autant d'hommes que de femmes touchés par la maladie et donc de partenaires réciproquement. Donc j'en arrivais à ce deuxième risque. J'ai pris conscience que j'étais vulnérable, et à partir de là, je m'engage, ou je risque de m'engager dans une dynamique qui est gouvernée par l'idée de ne pas s'effondrer. Il faut tout faire pour ne pas s'effondrer, il faut que je tienne le coup. Et le couple, de façon, c'était intéressant parce que le couple, il était assez convergent là-dessus, va s'engager en convergence dans toute une série de stratégies pour faire face au quotidien. En particulier, alors autant avant ils étaient dans la quête de savoir, il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe, autant maintenant ils vont être surtout, il ne faut pas qu'on en sache plus. On va essayer de se protéger et de se blinder au maximum. Et donc il y a toute une stratégie d'évitement qui va se mettre en place. Il faut éviter de rendre visible la maladie. Il faut éviter d'en parler avec l'entourage, mais il faut éviter aussi qu'on en parle à deux. Si on ne parle pas du mot Alzheimer, c'est très bien. Si on ne parle pas des symptômes, c'est très bien. Il faut éviter tout ce qui va nous rappeler la maladie. Donc, y compris tous les dispositifs que les soignants, tout le maillage sanitaire et social essayent de mettre en place, les dispositifs de répit, tout ça. Et bon, ça, on va les éviter. Parce que ces dispositifs de répit, c'est très bien, mais en même temps, ça nous rappelle la maladie. Donc, aller dans des groupes d'entraide, aller en hôpital de jour, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très douloureuses. Donc il y a une partie des couples qui vont éviter, au-delà du fait que les dispositifs ne sont pas forcément adaptés pour les malades jeunes, mais en plus de ça, ça va rappeler la maladie constamment.
plus moi, une attitude qui va être volontariste, de contrôle des symptômes, on va voir, on va fonctionner au jour le jour, on va surtout pas penser au futur. Hein, donc on est très ancré dans le présent, dans quelque chose où il faut absolument pas ressentir de honte, il faut pas ressentir d'anxiété, il faut pas ressentir de tristesse, on va essayer de se protéger au maximum, on va se mettre dans une espèce d'armure, de forteresse. Avec la maladie le plus à l'extérieur possible, et dans un fonctionnement où on est dans une fuite en avant. Voilà. Ça peut aller jusqu'à changer la réalité. C'est-à-dire que par rapport à des tâches du quotidien, le conjoint va faire en sorte de modifier le quotidien pour que la personne malade ne soit pas confrontée à des situations d'échec. Mais en même temps, du coup, c'est un quotidien qui devient de moins en moins stimulant, puisqu'on retire des activités pour faire ça. C'est un quotidien où on va s'isoler, puisqu'il ne faut plus rencontrer les autres, donc on va se retrouver juste à deux. Donc on a un quotidien qui va s'appauvrir progressivement, et vous pouvez imaginer la dynamique qui se crée, et l'aliénation qui va se créer, finalement, à se retrouver tous les deux, coupés du reste du monde. Donc on parle souvent de stigmatisation, que les personnes finalement seraient comme rejetées, mais c'est vraiment, je pense, dans quelque chose de beaucoup plus riche. Il y a effectivement sans doute ce rejet qui se met en place, mais il y a également de la part des personnes qui sont malades et de l'entourage un repli sur eux-mêmes, hein, avec quelque chose qui s'appauvrit, une existence qui finalement s'appauvrit, et ça ils le ressentent très fort en même temps, mais ils ne peuvent pas s'empêcher, parce qu'il s'agit quand même de se protéger d'émotions qui sont insupportables et qui viennent les dévaster. Donc je disais changer la réalité, c'est-à-dire que du coup je vais faire en sorte en tant que conjoint de protéger mon partenaire de situations d'échec. Je vais également lui cacher un certain nombre de déficits pour qu'il ne se rende pas compte de ces déficits qui vont croître. Donc finalement le malade peut ne pas être totalement conscient aussi, au-delà de ce qui serait imputable à la maladie d'influence sur la conscience que j'ai de mes déficits. Si mon partenaire, mon conjoint, finalement ne me fait pas de feedback, je ne me rends pas compte non plus. Je suis quasiment au milieu protégé, en quelque sorte. Donc voilà, ça nous amène tout doucement vers un troisième risque, qui est le risque d'un glissement de la protection vers le contrôle. Alors je vais m'expliquer, là on est vraiment dans la dynamique du couple proprement dit. En tant que conjoint, je suis inquiet pour mon partenaire qui est malade. Il n'a plus les mêmes capacités qu'avant, il risque de se mettre dans un certain nombre de situations qui sont dangereuses pour lui, de s'engager dans des activités délétères, donc il faut que je le protège de ces activités. Donc je vais essayer de modifier l'environnement pour que ça n'arrive pas, et puis je vais essayer de le convaincre de ne pas s'engager dans telle activité, je vais essayer de l'accompagner, enfin, et le risque de réaction de la part de la personne malade, c'est d'être dérangé par ça, de se sentir acculé par cette réaction de son conjoint. Voilà, je ne suis pas malade, on peut avoir ce type de réaction, ou alors la personne n'est pas totalement consciente de l'ampleur des déficits, elle est consciente qu'il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas de problème, mais en tout cas elle n'est pas en mesure d'apprécier finement si elle peut ou pas s'engager dans telle activité. Et puis, il peut y avoir un excès de protection, un excès de zèle, j'ai envie de dire, pour le bien de la personne, encore une fois, mais pour essayer de se protéger de son angoisse, le conjoint va essayer de protéger au maximum la personne malade. Donc, à un moment donné, on arrive dans une telle dynamique que la personne malade, elle va devoir se mettre en retrait ou en opposition, avec les moyens qui sont les siens à ce moment-là. Donc ça va être souvent dans une opposition qui ne sera pas forcément dans le dialogue, mais qui sera, tout simplement, elle va faire comme aussi dans n'importe quel couple on réagit, hein, elle va faire la tête, les deux partenaires vont se disputer. Voilà, toutes les stratégies qu'on peut connaître pour n'importe quel couple, tout à fait indépendamment de la maladie. Sauf que là, évidemment, avec la maladie, les moyens de faire face à ce qui peut paraître une emprise de la part de son partenaire sont un petit peu plus limités, et ils vont aller en se limitant au fur et à mesure du temps, ce qui fait que les moyens en tant que personne malade pour lutter contre ces phénomènes qui me paraissent de l'emprise et de la surveillance, même si ça ne l'est pas dans l'esprit du conjoint, vont devenir
un peu plus massifs, caricaturaux et moins adaptés qu'on ne pouvait les avoir avant. Donc vous imaginez qu'il y a vraiment cette divergence de perception de la maladie et cette divergence de perception sur ce qui serait raisonnable de faire ou de ne pas faire, et avec toutes les tensions qui vont s'accumuler autour de ça. Comme je vois que, en tant que conjoint, que mon partenaire est en retrait par rapport à l'aide que j'essaye de lui apporter, je vais être encore plus inquiet. Comme je suis encore plus inquiet, je vais être hyper vigilant, et puis je vais mettre en place une aide qui va être de moins en moins flexible. Donc la personne malade est de plus en plus acculée, avec de moins en moins de moyens pour essayer de faire valoir sa dignité, tout simplement, et sa liberté de faire un certain nombre de choses. Donc les tensions s'accumulent, parfois comme ça, jusqu'à un point quasiment de non-retour pour le couple, où la relation n'est devenue que ce magma d'émotions négatives et de tensions. Ça nous amène, donc c'est ces trois risques où on a un système d'engrenage comme ça nous amène à des considérations plus sur la dynamique de couple, mais je parle vraiment de l'entité couple, l'entité amoureuse, j'ai envie de dire. On s'aperçoit que les regards vont changer. Le regard que la personne malade va avoir sur son partenaire va changer, puisque c'est devenu la personne qui me surveille. Avant, c'était la femme ou l'homme que j'aimais, mais là, c'est quelqu'un qui me surveille, c'est quelqu'un qui m'empêche de faire des choses. En réponse, le regard que le conjoint va avoir sur l'autre et sur lui va changer aussi. Le conjoint va se rendre compte que maintenant il est investi comme quelqu'un qui surveille, comme quelqu'un qui empêche, et ça a quelque chose d'insupportable. Il se retrouve dans une espèce de dilemme où qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à essayer de l'aider, à essayer de le protéger contre lui-même, parce que je suis persuadé qu'il va se mettre dans des situations dangereuses, sachant que si je fais ça, je vais vraiment définitivement perdre son amour. Oui, la situation, elle est vraiment insupportable. Et du coup, le regard que je vais avoir sur l'autre et le regard que je vais avoir sur moi, il est également insupportable, avec tout le poids de la culpabilité et cette situation dans laquelle vraiment je suis coincé. On ne peut pas sortir de cette situation-là. On est tellement engagé dans ce magma de conflit que c'est plus possible. Une des réponses que les conjoints vont avoir à ce moment-là, ça va être de démultiplier les recherches de reconnaissance de la part de l'entourage. Essayez de les prendre à témoin. Regardez, vous voyez ce que je suis en train de vivre, il faut vraiment que vous reconnaissiez que vraiment je souffre et que c'est compliqué pour moi et je peux avoir besoin d'aide. Et en tout cas, j'ai besoin que vous reconnaissiez la difficulté dans laquelle je suis et que ce que je fais, c'est bien. Voilà. Et y compris avec les soignants, il y a vraiment tout un enjeu vis-à-vis des soignants, vis-à-vis du neurologue, du médecin généraliste, d'avoir alors le terme est un peu fort, mais c'est celui qui me vient, d'avoir un complice, voilà, quelqu'un qui va être un allié, c'est plus un allié dans la situation. Et donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un tiers, quelqu'un d'extérieur, et de préférence le médecin. En particulier, là-dessus, il a son expertise, il a son savoir, et donc si lui dit que ce que je fais c'est bien, alors effectivement j'ai raison, et je pourrais faire valoir ça à mon conjoint qui est malade. Mais on a la même chose de l'autre côté, hein, la personne malade qui peut aussi chercher chez le médecin un allié, dites-lui qu'il faut que je continue à faire des choses. Enfin, voilà. Donc tout ça aboutit au fait que l'un et l'autre ne se reconnaissent plus dans tous les sens du terme, ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes, et ils ne reconnaissent plus l'autre avec qui ils vivent. Ça nous amène à un deuxième point dans cette dynamique du couple en tant qu'entité amoureuse, c'est qu'il y a un tel lot de conflits et en même temps la sensation que l'extérieur est dangereux et que l'extérieur pourrait être intrusif, il y a un repli complet du couple sur lui-même. Et pour ça, ils vont déployer tout un ensemble d'arguments. Les autres ne peuvent pas nous comprendre, ils ne peuvent pas nous aider, de toute façon ils ne peuvent rien faire pour nous. Les enfants généralement, c'est des trentenaires. Les enfants, ils ont déjà leur vie de famille, donc ils ont déjà leurs enfants à gérer, ils ont leurs propres problèmes de couple, ils sont en train de progresser au niveau du boulot, ils sont dans une croissance professionnelle, on ne va pas les embêter avec nos soucis. Donc voilà. Finalement, le couple va mettre de côté tout l'entourage, continue à se replier, et en même temps dans cette dynamique de conflit où ils ne se reconnaissent plus.
Donc on a vraiment une situation qui est potentiellement à la fois enquistée et qui est en même temps explosive. Ce qui fait que le couple, une des façons où il peut évoluer, c'est pour essayer d'alléger la charge des tensions, c'est quasiment de vivre séparés à l'intérieur de la maison. On pourrait imaginer que dans des situations très caricaturales, monsieur vit au rez-de-chaussée et madame vit à l'étage. Comme ça, ils n'ont plus d'échange, puisque de toute façon, chaque échange devient quelque chose d'extrêmement tendu et d'insupportable pour eux. Petit à petit, on en arrive à la situation où ils ont l'impression d'être comme deux étrangers qui vivent sous le même toit, ils cohabitent en fait, mais en tout cas, ils ne vivent plus ensemble. Et donc ça, pour un couple, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Alors, je vais peut-être mettre un bémol, parce que j'arrête pas de parler de risque, et j'ai conscience que ce que je décris, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Tous les couples ne sont pas à ce niveau d'intensité dans la dynamique de couple, et il y en a que le repli, au contraire, pour lesquels c'est quelque chose de bénéfique. Puisque avec ce repli sur eux-mêmes, ça peut être une période aussi de renforcement du lien affectif. Donc totalement à l'opposé de ce que je raconte. Alors c'est beaucoup plus rare, mais il peut y avoir ce sentiment que, avec la vie professionnelle, on n'a pas pu tant partager que ça, et qu'enfin on se retrouve. Et qu'il peut y avoir vraiment des moments de complicité. Donc c'était aussi pour apporter un petit bémol au tableau que je suis en train de brosser. Je reviens sur cette dynamique, on ne se reconnaît plus, on est deux étrangers qui vivent sous le même toit. Ça nous amène sur le destin du couple, j'ai envie de dire. Alors le couple, d'une façon très générale, le couple il est bâti sur un contrat amoureux, enfin on l'espère pour la plupart des gens. Et ce couple, il s'est construit, bon an, mal an, durant plusieurs décennies, sur un équilibre. Alors c'est un équilibre dans les rôles, c'est un équilibre dans les responsabilités, et puis c'est un couple qui est construit sur la prise en compte de la personnalité, du tempérament de chacun, de comment l'autre, par ses gestes, par ses comportements, par ses attitudes, va venir nourrir l'autre en fait. Ou alors tout simplement parce qu'il incarne, voilà, c'est mon partenaire, il incarne pour moi la force, il incarne la stabilité, enfin voilà. Tous les couples sont différents de ce point de vue-là, et voilà, il y a un équilibre bien particulier du couple qui s'est créé. Et vous imaginez bien qu'avec toute cette dynamique de tension, eh bien, le partenaire n'incarne plus ce qu'il incarnait auparavant, et on n'a plus non plus cette réciprocité, on n'a plus cet équilibre, là l'équilibre est rompu. Et là où les deux pouvaient réciproquement plus ou moins nourrir l'autre, on ne retrouve plus ça. Et dans les situations pour les couples qui étaient vraiment les plus en difficulté, on en arrivait vraiment à l'idée que le contrat de couple quasiment était rompu. C'est-à-dire qu'ils continuent à cohabiter ensemble, ils vivent ensemble, et d'une certaine façon, ils essayent de soutenir autant que c'est possible, mais de façon beaucoup plus pragmatique que réellement dans un lien relationnel. Donc ça montre comment les symptômes et la façon dont on va essayer de s'adapter aux symptômes, et surtout aux émotions et aux sentiments qui sont générés par les symptômes, va venir littéralement dissoudre le couple. Le couple se dissout en quelque sorte dans la maladie. On ne sait pas qu'il se dissout littéralement, il se dissout dans la maladie, c'est la maladie qui prend le dessus sur la dynamique de couple. J'en arrive au dernier point que je voulais développer aujourd'hui, c'est bien de faire tous ces constats. Constats, encore une fois, dont j'ai conscience qui sont quand même négatifs et pas forcément encourageants. Mais c'était important de les faire parce que pour nous, ça nous permet d'envisager des développements en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui serait possible de faire pour aider ces personnes? Alors, le premier point que je voulais souligner, c'est le moment du diagnostic comme moment stratégique. On a vu que tant qu'on n'a pas eu le diagnostic, progressivement, on va enclencher une dynamique où il faut absolument savoir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Alors, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour moi, en tant que personne malade, et pour le conjoint, j'ai absolument besoin de ce qui se passe pour l'autre. Et voilà, c'est incompréhensible. Il faut qu'un professionnel, que quelqu'un de compétent me dise vraiment ce qui se passe. Donc à ce moment-là, le couple, et je pense vraiment encore plus le partenaire, parce qu'il n'est pas forcément dans quelque chose d'une dépression, sont dans l'attente de quelque chose venant des professionnels. En revanche, on a vu qu'après,
le couple va avoir tendance à se replier, à se barricader, à se protéger, et que le milieu professionnel va avoir plus tendance à rappeler la maladie qu'à réellement être perçu comme quelque chose d'aidant. Donc je pense que le moment du diagnostic, c'est un moment stratégique pour que les soignants, tout le maillage, j'aurais dire sanitaire, social, médical, puissent enclencher quelque chose d'une aide auprès du couple. Là, le couple, il est prêt à prendre quelque chose de la part des soignants, et il n'est pas encore totalement enquisté dans un fonctionnement qui après est vraiment très très lourd à déplacer. Il faut vraiment déplacer des montagnes. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à de plus en plus de dispositifs qui s'adressent à la personne malade, même si c'est encore insuffisant, mais ça existe. On a des dispositifs qui s'adressent à l'entourage, donc ça existe. Encore une fois, c'est, je pense, insuffisant, mais ça existe. Je pense qu'il faut aussi vraiment développer des dispositifs qui vont s'adresser à la dyade, le couple par exemple, le couple dont je parle depuis tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, à la dyade enfant-parent, lorsque c'est ça lorsque c'est ce type de dyade-là, pardon. Donc, encourager vraiment des accompagnements qui vont se focaliser sur la nature des interactions, parce que vraiment, je suis convaincu que c'est en travaillant sur les interactions qu'on peut accompagner et enclencher quelque chose de plutôt positif, aussi bien pour la personne malade que pour la personne qui l'accompagne. Et puis enfin, j'ai envie de dire, chacun des éléments de risque qu'on a soulignés dans cette recherche, c'est pratiquement autant de cibles pour un accompagnement psychologique ou psychologique et social. On a vu, première cible pour l'accompagnement, le rétrécissement des activités qui arrive très très vite. Rétrécissement pour la personne qui accompagne, parce qu'elle va abandonner plein de pans de sa vie pour se consacrer et endosser ce rôle d'aidant. Et le sentiment d'aliénation, il commence à partir du moment où j'abandonne des pans de ma vie. Je perds finalement mon projet existentiel. Autre cible d'un accompagnement thérapeutique ou d'un accompagnement psychologique, c'est le contrôle. Le contrôle que je vais mettre en place, qui a plein de bons côtés, donc il ne faut pas tout rejeter. Mais en tout cas, il faut pouvoir faire la part des choses entre l'aide qu'on va apporter, la protection qu'on va apporter et le moment où ça devient du contrôle. Autre cible pour cet accompagnement, c'est la centration sur le malade, c'est-à-dire dans la dynamique de couple, comment au bout d'un moment, en tant que conjoint, je vais me centrer sur le malade en tant que malade et que je perds de vue quasiment la personne. Et là, il y a vraiment quelque chose à réinvestir, parce que dans le parcours de maladie, ça se délite. Ça se délite déjà rien qu'avec les déficits, donc ça se délite suffisamment, ça risque de se déliter également dans la dynamique de couple. Et puis, le quatrième objectif, ça peut être cette centration sur le rôle d'aidant. À partir du moment où j'endosse un rôle d'aidant, je risque de perdre le lien, je risque de perdre la nature du lien qui me lie à la personne que j'accompagne. Et voilà, si je suis l'époux, l'épouse, je perds ce lien, j'ai envie de dire, originel qui nous lie, et ça, c'est important également de l'entretenir. En termes d'efficacité, pour l'instant, on met en place l'accompagnement, et donc il va falloir encore du temps, parce qu'on essaye d'utiliser une méthodologie qui est proche des essais cliniques, comme on peut utiliser pour des essais médicamenteux, pour avoir des éléments objectifs. Alors, des témoignages que l'accompagnement les aide, oui, on a des témoignages positifs, ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà, on met de l'énergie dans un programme d'aide, donc ça fait plaisir. Mais en même temps, c'est assez souvent le cas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va aider, c'est-à-dire on fait une démarche vers ces personnes, on a souvent, quel que soit le type de dispositif qu'on met en place, on a souvent ce retour positif. Donc je pense qu'il faut aller au-delà et puis vraiment avoir une méthodologie rigoureuse pour avoir des éléments objectifs que l'aide qu'on apporte, elle est significative. Je pense que ce qui est important dans ce que j'ai évoqué là, c'est que c'est quelque chose qui se passe totalement à l'insu du couple et en particulier du conjoint. Donc il ne se rend pas compte qu'il est... Alors il en a l'intuition, mais ce n'est pas quelque chose qu'il va formuler comme tel. Donc tout le travail, il est déjà de prendre conscience, d'une prise de conscience qu'on est engagé
dans cette déformation ou dans cette relation qui se dénature en quelque sorte, et de pouvoir réinventer quelque chose. C'est pas forcément en retournant en arrière, mais réinventer quelque chose. Et donc là, pour le coup, la présence de quelqu'un qui vient à domicile et qui leur permet d'analyser la situation, c'est un tiers qui est présent et qui est intéressant, parce qu'au-delà du fait qu'il peut participer à la prise de conscience, c'est aussi quelqu'un qui stimule pour essayer d'inventer là où ils ont beaucoup de mal à réinventer quelque chose. Hein. Donc il s'agit aussi de décoincer la situation. En même temps, c'est pas la personne qui vient à domicile pour l'accompagnement qui va ramener des pistes. Il ne va pas sortir de sa mallette une fiche 19, une fiche 32 qu'il faudrait suivre à la lettre. Il est là pour travailler avec l'aidant et avec le couple pour réinventer quelque chose qui est à leur mesure à eux. Hein. Et parfois, on est dans des situations tellement enquistées que on va faire bouger d'un petit peu. Enfin, voilà, je pense qu'il faut être aussi modeste par rapport à l'évolution qu'on peut leur apporter. Et on va certainement pas réinventer de fond en comble, on va pas révolutionner les choses. Hein. Mais par contre, créer des aménagements pour relancer le projet existentiel de l'un, de l'autre, et relancer une dynamique de couple moins tendue, ce sera déjà énorme par rapport à ce qu'on a pu rencontrer. Ce qui est en jeu, c'est l'autonomie. C'est mais une autonomie psychologique. L'adolescent, à un moment donné, si on ne lui laisse pas de la marge de manœuvre, il va finir par exploser. Mais on n'aura plus du tout de contrôle sur la situation. Donc si mon fils ou ma fille de 14 ans, à chaque fois je lui interdis d'aller dans une boum ou d'aller traîner le samedi après-midi au cinéma avec ses copines, il y a un jour où ça va exploser, parce que ses parents sont en train de lui interdire son autonomie finalement. Donc il va falloir qu'elle prenne les choses en main pour le défendre, son autonomie. Alors dire, on peut, alors avec toute précaution évidemment, avoir une dynamique similaire avec l'arrivée de la maladie d'Alzheimer. Si je ne laisse pas la personne malade continuer à vivre son autonomie, eh bien, elle va devoir se révolter pour pouvoir trouver son autonomie, ou alors, au contraire, elle va se replier sur elle-même, il n'y aura plus aucune communication. Donc, on peut soit se retrouver avec des troubles du comportement, même si je pense qu'il n'y a pas que ça qui va participer aux troubles du comportement, ou alors dans des phénomènes d'apathie, mais en tout cas, il va y avoir un retrait du lien affectif, parce que la personne, elle a besoin de se protéger et elle n'a plus les moyens de le faire.